Une unité ukrainienne a réalisé l'impossible contre la Russie. 3 unités ukrainiennes viennent de réaliser l'impossible. Et la dernière offensive de Poutine contre son ennemi est en lambeaux. Le président russe Vladimir Poutine pensait qu'il avait tout son propre chemin en Ukraine. Ses troupes ont réussi à gagner plus de 1600 miles carrés de territoire ukrainien en 2024 et ont continué à pousser dans la région du Donbass tout au long de 2025. Mais l'Ukraine ne se laisse pas faire. L'invasion de la Russie vacille à un moment critique et Poutine doit maintenant faire face à des forces qui reprennent du territoire, détruisent ses colonnes blindées et tuent ses troupes. L'Ukraine vient de réaliser une incroyable victoire en 3 temps et tout a commencé dans la région de Luhansk. Située dans la région du Donbass sur laquelle Poutine a concentré une grande partie de la campagne de la Russie de 2024, Luhansk est un territoire clé pour Poutine. C'est une partie du cœur industriel de l'Ukraine, et Poutine le veut parce qu'il lui donne accès à des infrastructures vitales, ainsi qu'à certaines des énormes ressources minérales de l'Ukraine. C'est pourquoi il pousse si fort dans le Donbass. Poutine voit de l'argent dans la région. Mais il vient de perdre un morceau de territoire vital à Luhansk, et pour la première fois en 3 ans, une unité ukrainienne a réussi à riposter. C'est selon The Military Show qui dit que les soldats de la 3e brigade d'assaut de l'Ukraine ont annoncé la libération du petit village de Nadir des forces russes. Un rapport publié le 23 mars par le canal Telegram de la brigade indique « La capture du village de Nadir a coûté à l'ennemi 2 mois d'efforts et 2 régiments mécanisés, le 752e et le 254e de la 20e armée russe, ont été complètement anéantis. » C'est énorme pour l'Ukraine. Nadir avait été soumis à une attaque russe constante depuis la fin de février 2025 et avait été une cible pour les forces de Poutine bien avant cela. Malgré la prise du village par la Russie, elle n'a pas pu, comme le note Militani, progresser pour s'emparer des territoires alentours. La raison est simple. L'Ukraine était concentrée sur sa reconquête, ce que le média britannique The Telegraph qualifie de rare succès, dans une zone presque entièrement contrôlée par la Russie depuis l'invasion de 2022. En d'autres termes, cette victoire n'est pas un exemple de l'Ukraine défendant une position contre la Russie. Elle nous montre que l'Ukraine passe à l'attaque, elle reprend le territoire que Poutine pensait que ses troupes détenaient. Selon le Télégraphe, l'Ukraine a repris le village dans le cadre d'une opération de 30 heures, qui l'a finalement conduit à reprendre un mile carré de territoire des griffes de Poutine. Le rapport des militants entre plus en détail, disant que le début de l'opération a vu l'Ukraine bombarder Nadir avec des assauts d'artillerie intenses, qui comprenaient l'implication de plusieurs systèmes de lancement de roquettes multiples, ou systèmes de lancement de roquettes multiples. Il ne précise pas les types exacts de systèmes de lancement de roquettes multiples utilisés par l'Ukraine, mais des systèmes d'artillerie puissants, comme ceux-ci sont capables de tirer plusieurs roquettes simultanément, souvent dans la région de 6-12, pour bombarder la position d'un adversaire avec une puissance de feu explosive. Les lancements de High Mobility Artillery Rocket System que l'Ukraine a reçus des États-Unis et de ses alliés sont un bon exemple et peuvent avoir été utilisés par la 3e brigade d'assaut de l'Ukraine pour faire l'essentiel des dégâts. Avec les troupes russes déjà dispersées par le feu du système de lancement de roquettes multiples, l'Ukraine a suivi en menant une attaque au sol. Cette attaque comprenait plusieurs BMP-2, qui sont des véhicules de combat d'infanterie blindés et sur chenilles construits par la Russie. Ils sont entrés en service dans les forces armées russes en 1980, ce qui en fait des véhicules de l'ère soviétique, et l'Ukraine les a probablement parce qu'une grande partie de son armée dépendait de ses anciens équipements, avant l'invasion de Poutine et l'afflux d'armes occidentales qui en a résulté. Chaque BMP-2 est équipé d'un canon stabilisé de 30 mm, ainsi que d'une mitrailleuse coaxiale PKT de 7,62 mm, qui était montée à gauche de l'armement principal du véhicule. Ajoutez un trio de lance-grenades fumigènes au mélange, et vous obtenez un véhicule de combat qui peut causer des dommages sévères, tout en couvrant ses traces pour que les troupes adverses aient du mal à riposter. Pensez au BMP, 2 comme à un mini-char capable de transporter jusqu'à 7 soldats tout en tirant sur une position ennemie. C'est apparemment exactement ainsi que l'Ukraine l'a utilisé pour attaquer Nadir, mais le BMP-2 n'était pas seul. L'Ukraine a également utilisé plusieurs chars et véhicules blindés fournis par l'Occident dans l'assaut, y compris le MIL-113 et le MIL-577. Le MIL-113 est équipé par 2 personnes et a un poids de combat de 12,3 tonnes. Il peut transporter jusqu'à 11 passagers et est protégé par une armure entièrement fermée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique 5083. C'est aussi un véhicule qui frappe fort. Le MIL
Un 1-3 est généralement équipé d'une mitrailleuse. 1002, Browning de calibre .50 comme armement principal. Cependant, il peut également être équipé d'armes anti-chars, d'un lance-grenades automatique MK-19 de 40 mm et de munitions d'artillerie à haute explosivité. Des versions plus complexes peuvent même être montées avec le système de missiles 1040-7 Dragon, bien qu'il semble peu probable que l'Ukraine y ait accès. Quant au 1000 Il 577, Army Guide le décrit comme étant essentiellement un 1000 Il 1, un 3, mais avec un toit plus haut derrière la position du conducteur. Ce véhicule de poste de commandement est équipé de radios supplémentaires, qui auraient permis à la 3e brigade d'assaut de l'Ukraine de coordonner ses assauts menés avec le reste de ses chars et véhicules blindés. De plus, la majorité des véhicules blindés ukrainiens semblent équipés de grandes antennes de guerre électroniques. Ces antennes ont probablement été utilisées pour fournir une protection contre les drones russes entrants, garantissant que la 3e brigade d'assaut de l'Ukraine pourrait mener sa contre-invasion de Nadir, sans se soucier des drones russes explosifs attaquant ses véhicules par le haut. Avec toutes ces armes, nous avons une bonne idée de comment l'Ukraine vient de libérer Nadir. Elle a attaqué le village, avec le feu du système de lancement de roquettes multiples, possiblement le système de roquettes High Mobility Artillery, Rocket System, qui a détruit les fortifications russes, et potentiellement endommagé certains des véhicules que les forces de Poutine auraient pu utiliser pour repousser l'assaut. Avec ces énormes dégâts causés, et une brèche créée dans les défenses de Nadir, la 3e brigade d'assaut de l'Ukraine est entrée avec des chars, des BMP, 2 et ses véhicules de combat d'infanterie fournis par l'Occident. Le 577 est probablement resté en retrait pour coordonner les communications radio entre ces véhicules, pendant que le reste avançait, utilisant des mitrailleuses et peut-être même des lance-grenades pour repousser les soldats russes retranchés hors de Nadir. Le résultat ? Poutine a perdu un village qu'il a tenté de conquérir pendant 2 mois. Étant donné que la Russie perdait environ 1170 soldats et 19 chars par jour à partir du 26 février, il y a de fortes chances que la Russie ait dépensé plusieurs milliers de soldats et de véhicules pour capturer Nadir en premier lieu. Mais maintenant, tout est parti, le village est libéré. Et peut-être plus important encore pour l'Ukraine, Nadir peut désormais servir de zone de préparation pour d'autres assauts, contre le territoire occupé par la Russie dans le Donbass. Poutine doit maintenant faire face au fait qu'il a perdu un territoire clé au profit d'une unité ukrainienne qui a combiné une puissante force offensive avec des défenses de guerre électroniques de renseignement pour neutraliser ses soldats. Si c'était là toutes les réalisations récentes de l'Ukraine, peut-être que Poutine n'en ferait pas tout un plat. Certes, perdre Lydia ferait mal, mais le leader russe pourrait panser ses blessures en sachant que ses forces gagnaient probablement du terrain ailleurs. Seulement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nadir n'était que le premier d'une offensive en 3 temps par les unités ukrainiennes qui ont dévasté les troupes russes. Alors que la 3e brigade d'assaut de l'Ukraine reprenait Nadir, l'armée de l'air ukrainienne décimait une position de troupes russes à Toretsk. Située également dans le Donbass, Toretsk abrite 30 000 personnes et est classée comme une ville stratégique clé. La Russie a affirmé qu'elle avait réussi à capturer toute la ville en février 2025, bien que l'Ukraine ait démenti ces rapports. Comme tant de villes dans le Donbass, Toretsk est importante pour Poutine en raison de ses capacités industrielles. C'est une ville minière de charbon qui abrite 2 mines, toutes 2 fermées à l'approche des forces de Poutine. L'état-major de l'Ukraine a déclaré en février que la Russie a lancé 10 attaques contre la ville en quelques jours. Selon Reuters, il a ajouté « Les principaux efforts et attaques des occupants étaient concentrés près de la ville de Toretsk. Les troupes ukrainiennes ont contré toutes les offensives ennemies. Cela a été suivi par un porte-parole des forces ukrainiennes stationné dans la ville, qui a déclaré « Les forces de défense de l'Ukraine résistent aux nombres écrasants de l'agresseur russe, infligeant des pertes dévastatrices en personnel et en équipement. » Prendre Toretsk serait énorme pour Poutine. Toretsk pourrait servir de centre régional stratégique pour les forces russes, leur permettant de progresser vers le nord-ouest de l'Ukraine, tout en perturbant la logistique régionale, en plus de ses installations d'extraction de charbon. L'Ukraine ne pourrait pas le permettre, ce qui nous amène à la 2e de ces attaques en triple frappe. Selon l'état-major général des forces armées de l'Ukraine, une frappe aérienne précise effectuée le 21 mars a complètement détruit les positions détenues par la 1re brigade de fusiliers motorisés de la garde russe, ainsi que la position détenue par le 103e régiment de fusiliers motorisés. Les 2 unités russes se cachèrent dans un abri construit à Toretsk. La 1re brigade de fusiliers motorisés de la garde était auparavant une partie de la République populaire de Donetsk, ou Donetsk People's Republic, qui est un mouvement séparatiste à l'intérieur de Donetsk qui souhaite rendre le territoire à la règle russe.
Elle a été absorbée par l'armée russe en janvier 2023, et elle a joué un rôle clé dans la campagne de Poutine dans le Donbass tout au long de la guerre. Au début de l'invasion de Poutine, la brigade a tenu une ligne de contact s'étendant de Chirokine à Berkovski. Elle a ensuite joué un rôle dans les captures d'Opiten et d'Avdivka, avant de se déchaîner dans le sud de Donetsk. À l'été 2024, la brigade a également aidé Poutine à capturer le village ukrainien de Prorez. Quant au 103e régiment de fusiliers motorisés, on sait assez peu de choses sur cette unité. Il s'agirait d'une unité de soutien pour renforcer la première brigade séparée de fusiliers motorisés de la garde, mais ce n'est pas confirmé. L'état-major ukrainien a révélé sur Telegram que l'attaque a fait des victimes parmi les troupes aéroportées russes et une équipe de pilotes de drones, donnant plus de précision sur l'offensive. Les chiffres exacts sont encore en cours de clarification, a écrit l'état-major général dans un post, mais la destruction de leurs abris et de leur personnel réduit considérablement la capacité de l'armée russe à opérer efficacement sur l'axe Toretsk. Des images publiées par Euromaidan Press montrent comment l'Ukraine a réussi cette frappe, en utilisant une frappe aérienne ciblée qui a décimé l'installation d'enrichissement de Dzerzhinskoye, que les unités russes utilisaient comme abri. Cette installation était située dans la mine centrale de Toretsk, mais elle est maintenant en ruine. C'est vital pour l'Ukraine. Comme le rapporte le Kiev Independent, Toretsk se trouve à seulement 20 km de Bakhmut, qui a également été le théâtre de combats intenses entre les troupes russes et ukrainiennes tout au long de l'invasion de Poutine. La capture de Toretsk aurait permis à Poutine d'utiliser la ville comme zone de préparation pour de futures attaques contre d'autres positions partiellement occupées. La neutralisation de l'installation d'enrichissement est une victoire, bien qu'elle nuise aussi à l'Ukraine, car elle ne peut plus l'utiliser pour ses opérations minières. Toutefois, cela garantit aussi que la Russie ne pourra pas utiliser cette installation si elle s'empare de Toretsk. Une installation d'enrichissement peut être reconstruite, mais reconquérir une ville aussi vitale serait bien plus difficile. Comme Nadia, Toretsk est devenu un lieu où l'Ukraine a lancé une contre-attaque réussie. L'abri de la Russie dans la ville est détruit. Des mois d'efforts des troupes de Poutine réduisent à néant. Et la Russie ne peut même pas profiter des installations minières que Poutine voulait s'approprier lorsqu'il a commencé à assaillir Turetsk en premier lieu. Il a aussi perdu une unité clé dans le Donbass, compliquant davantage toute tentative future de conquête territoriale. Ce qui nous amène au troisième coup dans le triple tap. Comment Poutine prend-il habituellement du territoire ? Dans son monde idéal, il bombarderait le territoire ukrainien avec des missiles et des bombes planantes pour affaiblir ses défenses. Après avoir percé les positions ukrainiennes, il envoie les troupes au sol. L'infanterie, accompagnée d'unités blindées avec chars et véhicules, cause suffisamment de dégâts pour permettre la prise de position ukrainienne. C'est une stratégie d'attrition qui conduit aux pertes massives russes, dont nous avons parlé plus tôt. Néanmoins, cette stratégie a lentement fonctionné pour Poutine durant une bonne partie de la guerre en Ukraine. Il y a juste un problème. La stratégie de Poutine s'appuie sur des colonnes blindées pour attaquer les défenses ukrainiennes et protéger les troupes russes. Et le 23 mars, une unité ukrainienne a décimé l'une des colonnes blindées de Poutine. Militani fournit à nouveau les détails. Il indique que la 117e brigade mécanisée séparée de l'Ukraine a stoppé une colonne blindée russe dans la région de Pokrovsk, selon un post publié sur les pages Facebook et Telegram de la brigade. Reuters rapporte que Pokrovsk est une autre ville stratégiquement importante, que Poutine cible parce qu'elle sert de plaque tournante routière et ferroviaire par laquelle l'Ukraine peut transporter des fournitures et des troupes vers d'autres zones du Donbass. Elle se trouve également sur une route clé utilisée par l'armée ukrainienne pour approvisionner d'autres postes avancés ukrainiens assiégés, selon Reuters. Comme Toretsk, Pokrovsk possède aussi une mine de charbon, le plus grand producteur ukrainien de charbon à coke, et une industrie sidérurgique essentielle à l'économie ukrainienne d'avant-guerre. Les médias russes l'ont surnommé la porte d'entrée de Donetsk, car contrôler Pokrovsk signifie que la Russie perturbe gravement les lignes d'approvisionnement ukrainiennes dans le Donbass. Perdre la route qui traverse la ville rendrait également plus difficile pour l'Ukraine de défendre des poches de territoire proches, comme Turetsk et Nadir. De plus, c'est toujours bénéfique pour Poutine lorsqu'il parvient à prendre le contrôle d'une ville riche en charbon et en acier. Après tout, s'emparer des ressources naturelles est l'un des principaux buts de son invasion de l'Ukraine. Mais il ne mettra pas la main sur Pokrovsk de sitôt grâce à la 117e brigade mécanisée séparée de l'Ukraine. Formée en février 2023, un an après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la 117e brigade mécanisée séparée est une émanation du 15e bataillon de fusiliers séparés de l'Ukraine. Elle a participé
à la contre-offensive ratée de l'Ukraine contre les forces de Poutine en 2023, avant d'être chargée de défendre la région de Pokrovsk. La brigade comprend 3 bataillons mécanisés, un bataillon de chars, un groupe d'artillerie et des forces anti-chars, ainsi que des bataillons de signaux d'ingénierie et de logistique. Le 23 mars, les opérateurs de drones de la brigade ont été sous les projecteurs. Les combats ont commencé lorsque les forces russes ont déployé des véhicules blindés de transport de troupes ou véhicules blindés légers à Pokrovsk. Ces véhicules blindés légers étaient équipés d'écrans anti-drones, que la Russie croyait les protéger des assauts des hordes de véhicules aériens sans pilote de l'Ukraine, et pendant un bref moment, ils ont peut-être eu raison. Malgré cela, le 117e a continué d'utiliser des drones. Au lieu d'attaquer immédiatement la colonne blindée, la brigade a utilisé ses drones pour la reconnaître et la suivre. La brigade a patienté jusqu'à ce que la colonne atteigne la position adéquate. Puis ils ont lancé une attaque. Les drones de reconnaissance se sont retirés, mais ont continué à surveiller la colonne pendant que les drones First Person View ukrainiens arrivaient. Ces drones ont attaqué les armures de personnel carrier, perçant leur armure, et démontrant que les défenses anti-drones de la Russie étaient pratiquement inutiles. Des images de drones ukrainiens publiées sur YouTube révélant l'ampleur dévastatrice de l'attaque. La vidéo ne révèle pas grand-chose au début. Nous voyons un champ avec ce qui semble être une légère couverture de neige le long des lignes d'arbres, mais au fur et à mesure que les images continuent, un armour de personnel carrier russe entre en vue. La perspective change et nous voyons un trio de véhicules tous tonnant le long d'une route légèrement cachée par une ligne d'arbres. La perspective change à nouveau pendant quelques secondes jusqu'à ce que nous la voyions, l'explosion. Un drone First Person View ukrainien atteint sa cible et le véhicule blindé de tête s'embrase. Lorsqu'il s'arrête brusquement, les blindés suivant le véhicule de tête ralentissent. C'était une erreur. D'autres explosions suivent, chaque véhicule blindé étant touché par des drones First Person View. Finalement, tous sont arrêtés dans leur élan, ne laissant plus que des épaves fumantes sur une route ukrainienne. La brigade rapporte que les véhicules blindés ont finalement été détruits et brûlés dans le champ près de Povrovsk, assurant que les forces russes n'avaient aucune chance de les récupérer. C'est un autre revers majeur pour la campagne de Poutine à Povrovsk, qui était déjà en difficulté. Comme le révèle Viktor Trehubov, qui est le porte-parole du groupe stratégique opérationnel de Kortesia, les pertes de la Russie ont été si sévères que le rétablissement de la capacité de combat sera difficile, du moins à court terme, dit-il. Néanmoins, Popros reste un objectif clé pour eux. Pour atteindre leurs objectifs, ils devront continuer à progresser. Et la Russie va précisément continuer sa poussée. Actuellement, elle doit pousser sans son précieux armour de personnel carrier. Avec ces 3 frappes, toutes effectuées en l'espace de quelques heures, le triple coup de l'Ukraine vient de soulager énormément de pression. En reprenant Nadir, l'Ukraine a sécurisé un village que Poutine avait l'intention d'utiliser pour lancer d'autres assauts dans le Donbass. Faire perdre du temps et des ressources à la Russie est un résultat secondaire, quoique toujours important, de cette attaque de village. Le raid aérien sur Toretsk a détruit un abri russe crucial dans une ville protégée par Poutine. De plus, l'Ukraine se rapproche d'un pas de la reprise d'un hub industriel et logistique clé. Et l'attaque de la colonne blindée de Poprovsk maintient également le hub logistique ukrainien en vie et en bonne santé, en plus d'éliminer l'équipement russe important sur lequel Poutine comptait pour exercer encore plus de pression sur l'Ukraine dans le Donbass. Désormais, l'Ukraine détient les avantages que Poutine convoitait dans ses territoires. Elle peut utiliser Nadir pour lancer ses propres attaques sur le territoire occupé. Il en sera probablement de même pour Toretsk, surtout avec la position affaiblie de la Russie, au point que l'Ukraine a la chance de contre-attaquer et de reprendre la ville. Ajoutez à cela une défense réussie de Pokrovsk, et la poussée de Poutine dans le Donbass est stoppée net. Tant pis pour tout cet élan que Poutine croyait avoir, mais que pensez-vous de ce trio de frappes ukrainiennes terrifiantes ? 3 unités distinctes viennent toutes d'accomplir l'impossible, en dévastant la poussée de Poutine dans le Donbass. Pensez-vous que d'autres frappes ukrainiennes sont à venir ? Comment Poutine va-t-il réagir à ces pertes massives ? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous au Military Show pour plus d'actualités sur la défense innovante de l'Ukraine face aux forces d'invasion de Poutine.